Le détroit du Bosphore relie la mer Noire et la mer de Marmara. Il sépare aussi l'Europe de l'Asie et coupe en deux la ville d'Istanbul. Un bras de mer où se croisent chaque année 50 000 bateaux et qui émerveille depuis des siècles les voyageurs qui s'y arrêtent. À l'image de Sébastien Renouille, Thomas Leroy et Bülent Tefet. La tour de Galata offrait un incomparable point de vue. Depuis son sommet, le Bosphore s'offrait à nos yeux. Nous voulions comprendre la fascination qu'exerçait ce détroit sur ceux qui l'approchaient. Une intuition allait nous mener au nord-est d'Istanbul où, nous avait-on dit, avait lieu un concert unique. L'amphithéâtre d'Arbiye y accueillait une star internationale, le pianiste et compositeur turc Fazil Say, amoureux du Bosphore. Si je m'assieds près du piano, comme ça, ça vous va? Chaque instant sur le Bosphore est comme un dessin de pastel. Les bateaux passent, les teintes sont mouvantes. Il n'y a pas un Bosphore, mais des Bosphores. Mais mieux qu'avec des mots, Fazil choisissait de livrer sa vision du Bosphore à travers sa musique. Un cargo remontait vers le nord. Il y passait le pont construit en 1973 pour relier les rives asiatiques et européennes. À ses pieds se trouvait une maison en ruine, intrigante. En surplomb, l'appartement de Tolga. Une vue plongeante sur le Bosphore. Observer le Bosphore depuis les hauteurs, c'est vraiment quelque chose. Si je devais expliquer ça aux Français, je citerais Napoléon Bonaparte. Il disait, si le monde entier était un seul pays, sa capitale serait Istanbul. Une cité dont les vieilles bâtisses posées sur les rives du détroit témoignent d'un riche passé aux influences multiples, enfouis comme des secrets. Les propriétaires de ce type de maison tiennent beaucoup à la confidentialité. Ils ne veulent pas révéler qu'ils possèdent de telles demeures, ni dévoiler leur intérieur. La plupart sont comme des musées. Ils ne veulent rien montrer. Sans y pénétrer, nous décidions de longer ces résidences d'été. Les Yalı, construites à la fin du XVIIIe siècle par des familles de l'aristocratie ottomane. Certaines d'entre elles ont été vendues à des acquéreurs fortunés, souvent originaires du Moyen-Orient. Regardez. Malgré la vente de sa maison de famille il y a quelques années, Meral a voulu demeurer à proximité immédiate du bâtiment tant elle est attachée à cette architecture unique. C'est un bâtiment éclectique. Nous avons des tourelles qui sont des tourelles russes, qu'on appelle des tourelles en turc, ça s'appelle des tourelles d'oignon ou d'ail, des fois. Nous remarquerons les balcons ajourés aux accents hispaniques et les moucharabiés surplombés des tourelles. Poste d'observation qu'une expression turque définit comme étant un regard sur le monde. Depuis son jardin jouxtant le Yalı dont sa famille n'est plus propriétaire, discrètement, venez. Meral veut nous montrer l'autre versant. Et là, donc, la belle façade de l'immeuble. Dans le champ du muezzin, les volets éclatants au clapot du Bosphore qu'un cerisier domine, se dévoile une époque, des souvenirs d'enfance. Il y avait les cris de joie des enfants qui nageaient là, ici et là. Il y avait les marchands qui passaient, les marchands qui vendaient des légumes. Nous avions un cuisinier qui descendait acheter le poisson frais. Et voilà, c'était toute une autre vie. Ces maisons-là ont retrouvé une forme de leur splendeur d'antan, mais ils ont perdu leur âme parce que c'est devenu des propriétés de luxe et c'est devenu coupé du monde pour moi. En dessous, il y a donc la mer et les barques qui sont utilisées à l'époque pour le transport de la grande maison en bois. Cette annexe est le seul élément que Meral a pu conserver du Yalı de son enfance. Mais elle présente un accès inouï au Bosphore.
Singulier voyage où le vendeur de thé remarque à peine les cargos chargés de céréales provenant des ports de la mer Noire. Ils empruntent le corridor maritime mis en place durant la guerre en Ukraine. Nous passons la mosquée d'Ortaköy pour atteindre un lieu étonnant. L'emplacement n'a rien à envier au palace d'Istanbul, mais il s'agit d'une cafétéria, celle de l'université de Galatasaray. 4000 étudiants, 5 facultés soutenues par le ministère des Affaires étrangères français. C'est très particulier. En fait, nous sommes la seule université francophone qui se situe en Turquie. Et en plus, avec la Bosphore, je pense que nous sommes uniques. C'est ça. Au pied de cet ancien palais, édifié au XIXe siècle, un emblème. Le Aslan, le lion, symbole de Galatasaray, symbole aussi du club de foot Galatasaray. Nous suivons Jean-François Polo, le vice-recteur. Il nous conduit au cœur du bâtiment porteur d'une tradition séculaire d'un enseignement francophone en Turquie. Donc ça, c'est un des bureaux du doyen de la faculté des sciences économiques et administratives. Depuis la fenêtre, l'on distingue la rive asiatique. En 2013, un incendie avait dévasté la quasi-totalité de l'édifice. Il a été depuis reconstruit. Juste à côté, un immeuble plus moderne abrite la bibliothèque, mais celle-ci comporte une particularité stambouliote. Il est marqué « N'amenez pas, s'il vous plaît, les chats à l'intérieur ». Bon, on voit bien les chats qui prennent place sur les fauteuils. Parce qu'ils sont chez eux. Parce qu'ils sont chez eux, tout à fait. Pour ressentir l'histoire, il faut gravir des escaliers. Hop. Au premier étage, le bureau de Jean-François, situé dans le seul édifice épargné par les flammes. Vous montez toujours ces magnifiques escaliers 4 à 4. Oui, parce que j'ai souvent beaucoup de choses à faire. Oui. Mustafa Kemal. Accroché au mur, une photo d'Atatürk, le fondateur en 1923 de la République de Turquie. Au plafond, Un faisan, des chats, des perruches, un chameau. Donc on a différents animaux représentés. dans le bureau voisin, Birol, je peux leur montrer ton magnifique bureau. une rencontre. Birol, professeur de sciences politiques, inspiré et rêveur. Sciences politiques. Ouais. Parfois, quand je suis tellement fatigué, je m'assois là et ce sont des fauteuils qui tournent. Donc, je tourne tout en regardant le plafond. Alors, donc, je tourne comme ça. Il suffit de fixer le détail d'une peinture estompée pour remonter le temps. Fermer les yeux, puis les ouvrir sur un palais voisin, Dolmabahçe. Une résidence immense dont l'intérieur est interdit aux caméras. Nous franchirons le porche gigantesque, mélange de styles à la fois rococo, baroque et néoclassique. Le lieu revêt un caractère presque sacré et fut la résidence du sultan de 1823 à 1922. 16 ans plus tard, Atatürk y mourut. Posant notre regard sur le portail, un accès direct au Bosphore, des images surgissent issues d'un passé impérial. Caïques enchevêtrés se mêlant aux cris des pêcheurs ramenant sur la rive à la force des bras leurs filets, au terme de quelques prises miraculeuses. Au courant du Bosphore, chaque pierre est un livre ouvert sur l'histoire. Suivez-moi. Olivier Gauvin, le consul de France, en est convaincu. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste ici? Ça fait 3 ans. Et quand vous êtes arrivé ici, dans ce palais de France, vous avez ressenti quoi la première fois? Quand vous l'avez regardé? Une très grande émotion et j'étais très intimidé. Et toujours après 3 ans, je dois dire que c'est extrêmement impressionnant parce qu'il y a l'héritage, le poids de l'histoire. Et celui-ci s'exprime d'emblée sur la façade à travers le buste de François Ier, artisan d'une alliance nouée en 1536 avec Soliman le Magnifique. Le sultan accordera à son allié ce terrain pour y construire une ambassade.
Vous voyez ici une belle perspective du drapeau français. Au sein de l'édifice devenu lieu de résidence, des objets témoins du passé et d'une amitié franco-turque. Derrière cette lourde porte, nous découvrons une chaise à porteur. Elle servit au transport de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, en 1869. Alors pourquoi 1869? Parce que 2 ans auparavant, le sultan était venu à Paris pour l'exposition universelle. Et Napoléon III avait promis de rendre une visite retour à ses amis ottomans. Mais en 1869, le contexte politique français l'en empêche et il envoie en quelque sorte l'impératrice pour le représenter. Et elle ira d'ailleurs ensuite inaugurer le canal de Suez. Il y a même des petites pochettes dans lesquelles on peut imaginer qu'elle glissait des choses. C'est assez extraordinaire. On y est presque là. Ah, exactement. Un voyage dans le temps. Alors partons, égrénons les secondes, parcourons les années pour dans l'écume du soir atteindre Galata. Son port, ses quais devenus une promenade prisée des Stambouliotes, autrefois consacrée uniquement au déchargement des navires, interdit au public. Ça, c'est le premier niveau qui est à environ 4,5 mètres au-dessous du Bosphore. Figen dirige les opérations portuaires de ce nouveau terminal pour navires de croisière en dessous du niveau de la mer. De longueur, c'est environ 400 mètres. La nouvelle gare routière permet d'acheminer facilement les passagers en ville grâce à ces 2 sorties. L'une du côté de la ville moderne, de Beşiktaş, et l'autre du côté de la vieille ville de Karaköy. 1,7 milliard de dollars ont été nécessaires pour bâtir ce projet colossal dont l'une des principales innovations est cette rampe d'accès. Donc quand on regarde en haut, et si on est un peu plus silencieux, l'on perçoit l'animation des quais. Figen veut actionner pour nous ce système étonnant. Sébastien, on peut se mettre du côté du quai, si tu veux, ou de l'autre côté. Alors, vas-y. En quelques secondes, une partie du quai se soulève pour diriger vers le sous-sol les passagers des bateaux de croisière. À côté, la vie se poursuit. 2 heures avant l'arrivée des bateaux, on ouvre en fait ces panneaux qui créent la zone douanière et la zone de sécurité. Le nouveau port de Galata doit permettre d'accueillir 3 navires de croisière en même temps et favoriser le tourisme. Avec le Bosphore, en fait, l'eau a toujours été un élément tellement important et c'est un accès au monde et ce port est un accès au monde. C'est magnifique. Depuis 1500 ans, la tour de Galata, elle, veille sur le Bosphore comme une vigie à la proue d'un navire.